Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission des villes et des hommes consacrée aujourd'hui à la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, telle que mise en pratique en Afrique et en particulier chez nos amis du Sénégal. Alors, ce sujet de la RSE est en pleine expansion en Afrique avec des différences très sensibles compte tenu des contextes différents à tout point de vue, social, sociétal, environnemental. Pour nous en parler, nous serons reçus par nos collègues d'Eiffage Sénégal, entreprise de droit sénégalais qui existe depuis 1926, qui s'appelait à l'époque d'ailleurs Fougerolles Sénégal. Alors, d'emblée, précisons qu'au Sénégal, 9 travailleurs sur 10 occupent un emploi informel et que 97% des entreprises sont également dans ce secteur informel. C'est une situation très particulière qui modifie les formes, les attentes et les contours de la RSE. Alors, pour en parler concrètement, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Dakar Amat Ba. Monsieur Ba est consultant analyste spécialisé en RSE et développement durable au Sénégal. Bonjour Amat. Bonjour Valérie. Missira Keïta. Missira est directrice qualité développement durable chez Eiffage Sénégal. Bonjour Missira. Bonjour Valérie. Première partie de notre émission, la RSE au Sénégal à contexte différent, ADN différent. Des villes et des hommes, le débat, première partie. Alors, la RSE est un concept bien connu en Europe, j'ai même tendance à dire tellement connu qu'elle a désormais sa propre définition, une définition européenne qui est, je cite, l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités commerciales et dans leurs relations avec les parties prenantes, qu'elles soient internes, les salariés, ou externes, les clients, les fournisseurs, le monde associatif, les élus. Alors, c'est une pratique qui s'est développée fortement au milieu du XXe siècle afin de permettre aux différents acteurs économiques de conserver l'acceptabilité de leurs activités par rapport aux populations. C'est ce qu'on appelle l'autorisation de travailler, le license to operate. Bon, cette dynamique de la RSE est heureusement bien différente de ce qu'on appelait ou de ce qu'on a appris à l'école comme étant le paternalisme social et ses nombreux travers que l'Europe a pu connaître à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Je rappelle que ce concept de paternalisme social vient de ce qu'un certain patronat cherchait à donner l'illusion que l'entreprise était une famille qui pourvoyait à de nombreux besoins, le logement, l'accès aux soins, dans le contexte difficile de l'époque. Alors, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la RSE en Europe et, monsieur Ba, Amat, ça n'a rien à voir non plus avec l'histoire de la RSE au Sénégal. Tout à fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque on est dans un environnement où vous avez 9 travailleurs sur 10 qui relèvent de l'économie informelle et que les entreprises structurées ne représentent que 3% de l'ensemble de l'activité, il est clair que l'assiette fiscale sur laquelle les pouvoirs publics peuvent s'asseoir pour financer leur développement, elle est extrêmement réduite. On est obligé, dans ces conditions, de créer des systèmes de compensation. Ces systèmes de compensation s'appuient sur l'aide bilatérale et l'aide internationale et elles s'appuient également sur la RSE depuis une quinzaine d'années que ce concept a été vulgarisé au niveau du Sénégal, à peu près à l'horizon 2008. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au niveau du Sénégal, la RSE a, comme par ailleurs, les mêmes composantes. Il y a cette RSE réglementaire qui s'appuie sur la conformité aux lois et règlements. Il y a le volet solidarité et mécénat qui est l'œil bienveillant sur les employés, sur les parties prenantes et autres. Et il y a l'empreinte environnementale qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui, notamment avec les accords de Paris, les COP et autres. Et donc, pour faire court, c'est juste dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, on est obligé d'inventer tous les jours des solutions RSE en tenant compte du fait que la ressource tirée des impôts des entreprises ne suffit pas à assurer le développement. Raison pour laquelle l'entreprise est convoquée par les pouvoirs publics pour venir en appoint.
Alors, c'est une situation effectivement assez particulière qui diffère de ce qu'on peut vivre chez nous, où finalement on est en train de vivre une forme de normalisation de la RSE, une structuration qui a pu être considérée comme très positive. Je pense par exemple à des lois Pacte, la loi Pacte qui propose aux entreprises de se doter d'une raison d'être ou d'aller plus loin en adoptant le statut particulier de l'entreprise à mission, ou bien encore, pardon, je ne fais pas d'européanocentrisme, mais l'arrivée de la taxonomie européenne qui va jusqu'à mesurer la part du chiffre d'affaires qui contribuera au développement durable. Chez vous, c'est très différent. Finalement, le sujet est totalement mouvant, il est totalement vivant, il n'est pas surnormalisé. Même s'il bénéficie, comme vous l'avez indiqué, Amat, également d'un certain nombre de règlements, de législations qui demandent aux entreprises de rendre compte. Missira, vous pourriez nous en parler ? Oui, absolument Valérie. Effectivement, le Sénégal est depuis quelques années membre de l'OHADA, qui est une organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et ce règlement aujourd'hui demande aux entreprises telles que la nôtre, à la période de la déclaration annuelle de ses impôts, d'y associer un ensemble d'informations sur ces volets sociaux, mais également environnementaux. Un peu comme la déclaration c'est un petit peu, excusez-moi Missira, c'est un petit peu comme la déclaration de performance extra-financière qu'on a chez nous. Absolument. Et là, vous avez ces informations qui deviennent obligatoires. C'est assez récent et c'est une note 35 issue de ce nouveau règlement, de ce nouveau système qui nous demande d'être très transparent sur tout ce que l'entreprise a fait l'année précédente sur ces aspects-là. Alors, j'ai une question que j'ai envie de vous poser, notamment à Amat. Actuellement, nous, directeur développement durable, on craint un petit peu une surfinanciarisation de la RSE. En Europe, on sent très fort que les finances commencent à s'intéresser. Alors, on en est très content, mais on craint un petit peu la financiarisation du développement durable. Est-ce que vous avez la même problématique ? Alors, on peut dire que la RSE est rattrapée par la patrouille, d'une certaine manière. Parce que, à l'origine, on a fait le constat d'un monde qui était dominé par la bourse, par les marchés financiers et par l'argent. Et on a essayé de mettre un peu d'humain au milieu de tout ça et un peu de responsabilité. C'est ce qui a généré la RSE. Dans l'idée originelle de la RSE, ce qui se faisait au-delà de la loi et de manière volontaire, pour ne pas dire volontariste, c'était de rectifier un certain nombre de dysfonctionnements du système en remettant l'homme au centre du dispositif, l'homme, l'environnement, la biosphère, mais également il s'agissait de faire de la ressource financière un moyen et pas une finalité. Oui, absolument. Alors qu'aujourd'hui, on l'a vu avec un certain nombre de scandales comme le Dieselgate de Volkswagen, dans lequel les fautifs ont été préservés et les petits épargnants ont perdu leur mise. On se rend bien compte que la financiarisation de la RSE, c'est aller à l'encontre de l'idée originelle de la RSE. Donc c'est la raison pour laquelle je suis assez triste de voir, bien que ce soit un mal nécessaire, qu'on intègre des indicateurs extra-financiers, c'est une excellente chose. Que les cabinets d'expertise entrent dans le système parce qu'à un moment donné, il y a des préoccupations de pérennisation et de financement, on est d'accord. Mais si aujourd'hui la RSE doit devenir une affaire de comptable, je pense que ça sera au détriment de l'aspect humain et de l'aspect social et sociétal. Alors, et ça, on peut le déplorer. Je vais rebondir là-dessus justement. Missira, est-ce qu'on peut... L'impression que j'ai eue en préparant cette émission, c'est qu'au Sénégal, le cadre social, la solidarité dans les communautés est tellement fort, ça forge vraiment, c'est vraiment le ciment de la communauté, que finalement, ce cadre social bien spécifique préserve encore la RSE de cette financiarisation qu'on vient de décrire. Effectivement, et avant de te répondre Valérie, je voudrais juste préciser que nous avons un slogan maison ici qui est de dire chez nous il n'y a pas que le béton qui compte, il y a plus dans 1 mètre cube de béton que vous ne pouvez l'imaginer. Donc Eiffage Sénégal considère que son métier va plus loin que l'acte simple de construire. Aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, un statut d'entreprise dont la mission est essentiellement une mission citoyenne, proche de la population. Alors c'est très intéressant Missira, parce qu'il n'y a pas de loi Pacte chez vous. Nous, on a créé une loi Pacte par les entreprises à mission, mais vos entreprises sont déjà à mission, en fait.
Absolument. Et en plus de cela, je pense qu'il faut bien comprendre que nous avons 95 années d'existence au Sénégal et cette insertion dans cette vie économique, sociale et sociétale, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, peut-être, Valérie, si vous le permettez, je vais vous citer quatre actions phares qui sont issues du dialogue social en interne que nous avons avec la direction générale. Et ces 4 actions phares ont un sens énorme pour justement tout ce volet social qui est vraiment au cœur, au départ de notre responsabilité sociétale d'entreprise. Nous avons mis en place une caisse de solidarité. Alors, attendez, je vous interromps, Missira, parce que ce que vous allez dire est très important et je demande aux auditeurs vraiment qu'ils écoutent ça, parce que si on retranspose les exemples que vous allez donner et dont on a discuté en préparant l'émission par rapport à ce qui se passe pourrait se passer pour une entreprise européenne, dans un pays européen, on va voir à quel point vos actions RSE sont très différentes, mais sont totalement en lien avec la vie de la communauté. C'est sans doute la différence la plus importante. Je vous laisse donner vos exemples qui sont vraiment très illustratifs. Merci Valérie, je me fais un plaisir d'en parler. Donc, je vais aborder avec vous 4 actions phares intéressantes à partager, comme vous venez de le dire, qui est dans un premier temps, la mise en place d'une caisse de solidarité en interne où tous les salariés peuvent cotiser sur la base du volontariat. Et cette caisse permet derrière de pouvoir faire bénéficier aux salariés lors de baptême, de communion, de mariage, de décès, d'avoir un appui de l'entreprise lors de ces événements qui sont des événements très, très importants dans la communauté sénégalaise. Mais au-delà de ça, nous permettons aux salariés d'avoir un appui pour obtenir des billets pour les pèlerinages à la Mecque ou à Rome. Et derrière cela, vous voyez que vous avez une notion qui est un petit peu différente de celle que l'on peut avoir en Europe. Absolument. J'imagine mal. Honnêtement, Missira, j'imagine mal qu'on puisse, nous, avec notre vision française de séparation absolue de la religion qui est considérée comme une affaire privée, j'imagine mal que l'entreprise puisse cofinancer un billet d'avion pour aller à la Mecque ou à Rome. Mais vous le faites et vous considérez que ça fait partie de votre mission. Très bien. Nous le faisons de manière transparente et avec une totale collaboration des représentants du personnel ici. Donc ça, c'est vraiment des habitudes qui se sont installées dans l'entreprise depuis un certain nombre d'années. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était celui également lié à la coopérative d'habitat. Aujourd'hui, donc vous savez qu'on a une forte croissance démographique qui s'accentue de plus en plus dans les villes et le salarié, ce qui l'intéresse aussi énormément, c'est d'avoir un toit. Donc là, vous voyez que l'entreprise intervient dans un souhait fort du salarié en lui permettant de cotiser à cette coopérative et d'acquérir derrière un logement pour lui et sa famille. Le troisième point, c'est l'IPM. L'IPM, c'est un institut de prévoyance maladie auquel tous les salariés cotisent. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est que cette IPM, le montant de la cotisation est plus important pour les cadres que pour les autres salariés, mais cela n'empêche que tous bénéficient des mêmes prestations. Donc là, vous voyez que ça touche également à la vie des salariés et à leur famille, et les prestations qui sont prises en charge par l'entreprise se font à hauteur de 30% et 70%, pardon, et ce qui fait que le salarié ne paye que 30% de ses prestations. Excusez-moi de poser la question, Missira, mais est-ce que vous avez un régime de sécurité sociale au Sénégal? Alors, nous avons un régime de sécurité sociale, mais en matière de prestations, donc de prévoyance maladie, il est très très faible. Il ne permet pas aux salariés, rien que parce qu'il a un numéro de sécurité sociale, de pouvoir se soigner à côté. Donc, il est important que les structures, les entreprises, pour la plupart d'entre elles, ont des IPM, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'elles ne marchent pas toutes très bien. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très important. Finalement, quand on rentre dans une entreprise comme la vôtre, on a accès à tout ce panel d'actions basées sur la solidarité qui profite à toute votre famille. Absolument. Alors, Amat, est-ce que ces actions sont transposables? On a parlé des FH Sénégal, évidemment, mais est-ce que vous, en tant que spécialiste du sujet, vous considérez que ces actions sont transposables, par exemple, au secteur informel? Alors, elles ne sont pas transformables, elles sont issues d'eux. D'accord. Parce qu'à l'origine du Sénégal, au début des indépendances, dans toutes les entreprises publiques et privées, la pression était très forte pour faire une coopérative d'approvisionnement, éventuellement une coopérative d'habitat et éventuellement régler d'autres problèmes sociaux. Alors, c'est intéressant de parler de l'aspect de la religion. On se rend compte qu'au Sénégal, nous sommes un pays résolument laïque.
Sauf qu'on est à l'opposé de la laïcité prise par la France. On a l'impression que la France, la laïcité, c'est la mise de la religion en dehors du système public, alors qu'au Sénégal, la religion est au cœur du système public. Et toutes les religions sont respectées, et la pratique des religions est également respectée. Vous pouvez débarquer dans un bureau où vous avez rendez-vous, la personne n'est pas là, on vous dit, elle est allée présenter ses condoléances chez un collègue. Et ça peut même se faire aux heures de service, pour autant que ça n'entrave pas la bonne marche du service. Et donc, ce Sénégal multiple, qui communique et qui est solidaire, c'est vraiment le ciment de notre société. Et ça marche dans le sens ascendant, mais également dans le sens descendant. Alors, donc, justement, le secteur informel, oui. J'aurais voulu que vous me parliez justement, quand on a préparé l'émission, vous m'avez donné des éléments extrêmement intéressants sur le taux de bancarisation du Sénégal, parce que vous parlez des sujets privés qui sont pris en considération et totalement respectés, mais il y a également une solidarité qui s'exprime au niveau économique, avec un taux de bancarisation qui est en fait assez faible, autour de 20%, et là l'entreprise prend le relais. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Voilà. En fait, le taux de bancarisation est actuellement de 20%, mais il y a une dizaine d'années, il n'était que de 12%. Ça veut dire que vous avez un Sénégalais sur 5 qui a un compte bancaire, mais comme vous avez encore moins de fonctionnaires et de personnes avec des contrats à durée indéterminée, seuls ceux-là sont susceptibles de bénéficier de prêts bancaires. Autant dire que ce n'est pas la banque qui finance l'économique et le social au Sénégal. Le social est financé par la solidarité. Et dans le secteur informel, qui encore une fois représente 97% des travailleurs, 90% des travailleurs, c'est la solidarité intergénérationnelle, la solidarité entre les éléments actifs et ceux qui ne le sont pas, et également la solidarité entre les Sénégalais de l'extérieur et ceux qui sont au pays, qui font le ciment et qui font le lien social. Juste un exemple, si vous prenez les associations de femmes qui interviennent dans la microfinance, elles ont des taux qui sont à la limite de l'usure, mais malgré tout, les taux de remboursement sont de l'ordre de 97%. Parce que lorsqu'il y en a qui sont en difficulté momentanée pour payer leur retraite, les autres, ils pourvoient pour maintenir le système à flot. Et donc, c'est ce qui est important au Sénégal. Quand vous êtes une entreprise privée comme Eiffage, qui par définition a de gros moyens, vous êtes dans un contexte où vous êtes encouragé à aller dans ce sens et à faire encore mieux. Et la grande différence pour une entreprise comme Eiffage, et c'est en ça qu'elle peut servir de modèle par rapport à l'économie sénégalaise en général, c'est que son intervention est codifiée et elle est normée. Oui. Alors que dans le secteur informel, c'est une improvisation au quotidien qui fait que c'est un exemple qui est difficilement duplicable. En fait, dans le secteur informel, on invoque des solutions tous les jours, alors que quand on est une entreprise structurée, c'est gravé dans le marbre et c'est pérenne par définition. Très bien. Donc, on le voit, finalement, le contexte sénégalais est particulièrement propice à l'éclosion d'une RSE basée sur la solidarité. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit quelque chose, Ahmad, qui m'a beaucoup intéressée. J'ai trouvé que la phrase était très belle. Vous m'avez dit les vertus de responsabilité, de transparence, de préservation du bien commun sont la charpente des sociétés traditionnelles en Afrique, ce qui explique pourquoi les villages sont propres alors que les villes sont sales. J'ai trouvé ça fantastique, je l'ai noté d'ailleurs, et vous avez ajouté parce qu'elles sont devenues impersonnelles et anarchiques. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Complètement, je l'assume totalement, parce que en fait, dans une communauté où vous vous connaissez et vous vous respectez, il est facile de faire respecter l'ordre commun. Et les communautés traditionnelles et les villages, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez un chef de quartier ou un chef de village qui discutent avec ses compatriotes, et lorsqu'ils arrivent à un consensus, ce consensus, on ne se pose même pas la question, on sait qu'il serait respecté. En revanche, quand vous arrivez en ville, vous ne connaissez même pas votre voisin, vous pouvez vous permettre de jeter vos détritus devant sa porte. La force publique n'interviendra pas parce qu'elle est tellement submergée que voilà. Eh bien, on arrive à des villes dans lesquelles on ne se reconnaît plus. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, de la RSE notamment, et l'enjeu de nos pays, c'est que via la RSE et les valeurs qu'elle véhicule, qu'on réconcilie le citoyen avec son environnement et avec sa cité. Et c'est là tout un programme qui constitue l'enjeu auquel la RSE est confrontée en Afrique, alors qu'on peut penser qu'en Europe, tout tient en place parce que les règlements sont en place, les structures de contrôle sont en place, et ainsi de suite. Alors, j'ajouterais à Matt que finalement, la frontière entre la vie
publique, la vie professionnelle d'un côté, et puis le privé, voire la vie familiale, l'intime, est beaucoup plus flou qu'en Europe. Finalement, vous l'avez dit d'ailleurs, et Miss Serra nous a donné plusieurs exemples, la RSE telle que pratiquée au Sénégal, elle touche la vie de famille des salariés, elle touche à l'intime, elle touche à la vie de la communauté. Nous, on trouverait peut-être ça un peu intrusif en Europe. Qu'est-ce que vous en dites? Intrusif, nécessaire? Alors, intrusif, ça dépend. Parce que pour moi, il y a intrusion quand on force la porte. Alors que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est d'un dialogue avec des parties prenantes. C'est la prise en compte des contraintes des uns et des attentes des autres, dans les deux sens, pour arriver à des solutions qui soient gagnant-gagnant. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'intrusion. Au Sénégal, le droit à l'image, le droit à la vie privée et autres sont garantis par la Constitution. Nous avons une commission nationale de protection des données personnelles, donc vous pouvez aussi vous protéger. Mais quand quelqu'un vient vers vous, qu'il est bienveillant, qu'il voit où vous avez mal et qu'il vous propose des solutions et vous demande d'y contribuer, il n'y a plus d'intrusion. J'y vois plutôt un partenariat. Et c'est en ça, justement, qu'on doit aller vers une promotion d'une RSE qui n'est pas à se justifier de ne pas être intrusive, mais qui soit d'emblée accepté parce qu'il y a une écoute réciproque. Très bien. Merci Amat. Alors justement, nous avons eu la chance de nous entretenir avec un représentant de l'autorité publique, c'est Augustin Senghor. Monsieur Senghor est le maire de l'île de Gorée et il témoigne justement du travail que mènent les autorités publiques en matière de RSE en partenariat avec le secteur privé. Augustin Senghor, bonjour. Bonjour. Alors, comment l'implication du secteur privé améliore-t-elle le cadre de vie des Goréens ? Oui, je dois dire que au niveau de Gorée, comme vous le savez, c'est une île qui a une très grande histoire classée patrimoine mondial de l'humanité depuis 1978. Oui. Et la principale équation, c'est comment faire pour préserver ce site patrimoine mondial, mais aussi préserver le patrimoine naturel qu'il représente. Et partant de là, au niveau de la collectivité de Gorée, nous avons eu des partenariats avec des entreprises privées dans le cadre de la responsabilité sociétale qui nous ont permis vraiment d'améliorer le cadre de vie de l'île parce que notre objectif justement, comme on accueille beaucoup de visiteurs, c'était d'améliorer ce cadre de vie pour mieux y vivre nous-mêmes en tant que Goréens, mais surtout mieux y accueillir les milliers de visiteurs qui nous viennent d'un peu partout dans le monde. Quelles sont les conditions de succès de cette politique de protection de l'île de Gorée ? Écoutez, c'est d'abord un engagement de ces sociétés privées de nous accompagner. Une société comme Eiffage, historiquement, par le passé, accompagnait l'île depuis des dizaines d'années, mais ces dernières années, cet accompagnement s'est accru. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est la responsabilité sociétale du mécénat pour permettre de conserver cette île qui est quand même sous la responsabilité de la communauté internationale. Et ce faisant, dans beaucoup de domaines qui touchent essentiellement à l'environnement et à la protection du patrimoine, nous avons un accompagnement financier et matériel. Nous réhabilitons des bâtiments, nous créons des espaces verts, nous procédons au dallage de l'île parce que nous avons l'appui de ces structures sociétales comme Eiffage. Et aujourd'hui, ça a apporté une valeur ajoutée à cette île. Quand on descend dans l'île, pour un peu valoriser ce site par rapport à la mémoire, par exemple, de la Tête négrière, nous avons voulu donner un message fort à tous les visiteurs avec le cœur de Gorée, qui est planté au cœur même de l'espace de contact du visiteur avec Gorée, la place du débarcadère ou place Nelson Mandela. Et ce cœur-là, c'est pour lancer un message de paix, de tolérance à l'ensemble de la communauté internationale. Et ça aussi, c'est grâce à Eiffage qui a investi pour nous permettre de l'accueillir. Merci beaucoup, Augustin Senghor. Je rappelle, vous êtes le maire de l'île de Gorée. Voilà, alors... Merci Monsieur Senghor. Donc finalement, les interventions de Miss Serra, d'Amat et de Monsieur Senghor décrivent un contexte très différent de la RSE par rapport à celui que nous connaissons en Europe, mais qui est aussi en constante évolution avec des enjeux nouveaux, de plus en plus complexes. Et c'est une dynamique qui va sûrement amener à une relecture du lien social via l'entreprise. Ce que nous allons voir dans la deuxième partie de l'émission,
la RSE, relecture contemporaine du lien social. Des villes et des hommes, le débat, deuxième partie. Alors, Amat, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation selon laquelle est en train d'émerger aujourd'hui dans votre pays une forme de relecture contemporaine de la responsabilité sociétale de l'entreprise ? Alors oui, mais relecture contemporaine, ça supposerait qu'il y ait déjà eu un antécédent, ce qui n'est pas totalement le cas. Aujourd'hui, notre RSE, qui a moins de 15 ans, est en constante évolution. Elle concerne les pouvoirs publics, les entreprises privées, les élus locaux, les organisations de la société civile, les travailleurs, pour l'essentiel. La difficulté que nous avons, c'est que chaque partie a une lecture propre de la RSE et voit un peu midi à sa porte. Alors, vous décrivez une vision très globale, très systémique, j'ai envie de dire très holistique du rôle de l'entreprise par rapport au rôle qui est dévolu en Europe, qui est un objet social, qui est de gagner de l'argent dans le respect d'un certain nombre de règles. Là, vous décrivez vraiment une vision globale et la question que et un impact global surtout. La question que je me pose, c'est finalement, et je me tourne aussi vers Missira, c'est que on a un outil pour essayer d'aborder sous un angle global la RSE. Ce sont les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les 17 objectifs dans tous les domaines sociaux et environnementaux auxquels les entreprises qui s'engagent au sein des ODD doivent répondre. Et finalement, le lien que vous avez décrit étant à la fois territorial, sociétal et communautaire, la lecture via les objectifs de développement durable a tout son sens. Missira ? Absolument, Valérie, oui, absolument. Et effectivement, c'est ce que l'on constate très clairement dans cette filiale d'Eiffage Sénégal, c'est qu'au tout départ, cette RSE, elle était clairement dirigée vers les communautés locales avec des valeurs de solidarité, avec des valeurs de partage. Donc là, on retrouve bien les ODD avec donc des projets structurants, soit c'était des participations financières sur la réalisation de projets structurants. Et là, on voit bien apparaître, en fait, déjà à l'époque, on n'appelait pas ça peut-être les ODD, mais on avait des projets autour de la santé, autour de l'éducation, autour de l'accès à l'eau, autour des inégalités à réduire. Et tout ceci, effectivement, est une réalité. Aujourd'hui, on parle de ces 17 ODD. Aujourd'hui, les entreprises comme la nôtre essaient de se structurer à travers des outils, des méthodologies comme l'analyse de matérialité, où là, on va aller chercher nos véritables enjeux en discutant avec nos parties prenantes. Et à partir de là, on va identifier quels sont les ODD, je dirais, les plus stratégiques dans notre organisation. Je voudrais juste attirer ton attention, Valérie, sur l'ODD 17. Et d'ailleurs, Amat également en a parlé. Cet ODD 17, il est central finalement aujourd'hui dans l'approche que l'on peut avoir, que ce soit avec les autorités locales, avec les organisations de la société civile, avec également d'autres entreprises du secteur privé, c'est comment arriver à nouer des partenariats durables et structurants qui vont véritablement impacter et améliorer les conditions de vie. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la dimension est différente. On est vraiment plus sur du court terme, mais sur du long terme. On est sur des choses un peu plus formalisées et surtout qui répondent à nos propres enjeux. Les ODD nous servent, absolument. Alors, lorsque nous avons préparé cette émission, Missira, vous m'avez précisé qu'un aspect important des actions, c'était l'accès à la formation. L'accès à la formation, alors est-ce que c'est un relais ou un prolongement du système public d'enseignement et de formation ? De quoi parlons-nous concrètement ? Comment l'entreprise peut-elle, dans le cadre de cette relation avec le territoire et de l'application des ODD dont on vient de parler, contribuer concrètement à la formation ? Alors concrètement, cette formation, elle est essentielle, elle est primordiale. Aujourd'hui, effectivement, dans l'entreprise, nous avons besoin de développer les capacités de nos collaborateurs en interne, puisque, comme tu le sais, le capital humain est quand même ce qui permet de faire en sorte que l'entreprise soit performante. Et là, vous avez effectivement, ce que nous avons tenu à faire, c'est de signer une charte de diversité, entre autres, je cite un exemple parmi tant d'autres, qui justement va permettre, je prends le cas des femmes, de la promotion des femmes dans l'entreprise, va permettre en tout cas favoriser l'accès de ces femmes à des postes de responsabilité. Alors vous avez les mêmes problèmes que nous finalement.
Oui. Voilà. Les activités de production, par exemple, sur les activités de production, voilà, maintenant on a des femmes qui sont conducteurs d'engins. Ça n'existait pas il y a quelques années. On a des femmes qui sont mécaniciens, qui travaillent dans l'électromécanique. Voilà, il y a des choses qui sont en train De bouger. clairement de bouger en interne. On a également mis en place des systèmes de partenariat avec des écoles pour des accords d'alternance. Par exemple, je cite l'école polytechnique de Thiès, où aujourd'hui on a des accords cadres qui sont très clairement définis entre nous et cette école. C'est assez intéressant à voir. C'est vraiment une évolution, des choses qui n'existaient pas avant. Autre point également, alors ça, on reprend un petit peu ce qui se fait en France, c'est la notion de la VAE, donc de la validation des acquis d'expérience. Alors voilà, là aussi, c'est un point très très fort qui se fait en collaboration avec le CNAM, qui n'existait pas, et ce qui permet de monter en compétence, en tout cas de valoriser l'expérience de nos collaborateurs pour arriver à avoir un diplôme en finale. Et ça, je pense que c'est un point nouveau, novateur, et qui aujourd'hui a tout son sens, en tout cas dans notre activité du BTP. Et finalement, là, l'entreprise joue le rôle d'aide à l'ascension sociale. On voit bien, parce que vous avez l'emploi, vous avez l'accès à la formation, et tout ça profite à l'ensemble de votre famille et de votre communauté. Amat, votre réaction sur le sujet de la formation et de l'alphabétisation? J'ai l'impression que je vous ai coupé la parole, Missira, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais c'est très bien, justement. Amat parlera de cette question liée à l'alphabétisation. Effectivement, nous avons lancé un programme d'alphabétisation de nos chefs d'équipe, de nos chefs de chantier et de nos ouvriers qualifiés. L'objectif de tout ça, c'est de les faire passer à des postes de plus haute responsabilité. Il faut bien le comprendre. Et je pense qu'Amat a un complément à faire sur ce sujet de l'alphabétisation. Oui, tout à fait. En fait, l'alphabétisation et la formation initiale relèvent des prérogatives de l'État. Et donc, à partir de ces programmes-là, les entreprises sont supposées apporter un complément. Pourquoi? Parce que ce sont essentiellement les entreprises qui recrutent. Et donc, la résorption de la problématique de l'emploi des jeunes, elle passe avant tout par les entreprises, plus que par les emplois de fonctionnaires ou par des emplois précaires de stagiaires ou de volontaires. La deuxième chose, c'est que la montée en capacité est plus du fait des entreprises. Parce qu'il y a une avancée technologique, parce qu'il y a un perfectionnement des métiers, et parce qu'à l'avenir, les métiers vont connaître, avec notamment l'intelligence artificielle et la révolution numérique, beaucoup de mutations. Et donc, c'est en cela que le partenariat entre les pouvoirs publics et les entreprises privées prend du sens. Parce que ce que l'État ne peut pas faire, parce qu'il ne sait pas le faire, ou parce qu'il n'en a pas forcément les ressources, il peut s'appuyer sur les entreprises pour le faire. J'aurais voulu, si vous me le permettez, j'aurais voulu qu'on revienne 2 minutes sur le sujet de la santé, parce que tout à l'heure, Missira nous a bien expliqué que l'entreprise intervenait notamment en ce qu'on appellerait, nous, une assurance complémentaire santé, et que le capital humain étant au cœur de la performance de l'entreprise, il importait que l'entreprise se préoccupe de la santé des collaborateurs. Je suis pas du tout en train de parler ici de la prévention des accidents du travail, qui est une problématique commune à toutes les entreprises de BTP dans le monde. On parle bien de la santé et du bien-être en général. Missira, vous nous avez donné, quand on a préparé l'émission, des exemples assez incroyables de prévention sanitaire, de prophylaxie, d'action médicale d'envergure, ce qui en Europe, alors là, pour le moins, est totalement un rôle dévolu aux autorités publiques. Alors, effectivement, et je vais même faire juste une petite aparté avec une toute petite anecdote. Quand je suis arrivée il y a 15 ans dans cette entreprise, mon travail était de m'occuper de santé et sécurité au travail. Et ben, je peux vous dire que la première chose dont il a fallu que je m'occupe, c'est d'abord de la santé et non pas de la sécurité. Donc là, vous aviez une approche complètement différente. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, Valérie, c'est que sur cette question de la santé, il y a des actions que nous menons à la fois en milieu urbain, mais également en milieu rural. Vous comprenez bien que c'est, comme l'a dit Amat, aujourd'hui, le secteur privé est fortement sollicité pour améliorer le système de santé publique de manière générale. Donc aujourd'hui, très clairement, si je prends par exemple le cas du milieu urbain, nous avons participé par exemple à des initiatives de création d'infrastructures comme un centre de cardiopathie à l'hôpital de Fannes qui a été réalisé avec la chaîne de l'Espoir. Et ça, c'est vraiment une nouveauté, c'est des choses qui n'existaient pas.
Nous avons également mené un appui dans un centre de coronarographie pour la prise en charge de cardiopathie des populations en difficulté. Aujourd'hui, la plupart d'entre elles étaient obligées de quitter de quitter le Sénégal, aller en Europe pour pouvoir se faire consulter. Maintenant, elles peuvent rester sur place, elles sont des installations existantes, oui. Et là, c'est une véritable avancée. Autre point également, c'est vrai qu'on a pas mal de partenariats que l'on mène lorsqu'on mène des journées de santé en famille avec le Centre national de lutte contre le sida, le Programme national de lutte contre le paludisme, le Centre national de transfusion sanguine. Voilà, toutes ces structures aujourd'hui sont de véritables partenaires pour faire la promotion de la santé, à la fois en interne auprès de nos salariés, mais également lorsque nous sommes en milieu rural et que nous nous lançons dans des campagnes de consultation, par exemple gratuites, ou ce genre de choses. Oui, la santé, finalement, est un aspect très, très fort de notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Le Covid, peut-être effectivement le préciser à Matt qui en a parlé, oui. On ne peut pas parler santé sans parler de Covid. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pu constater qu'on a réorienté un petit peu avec la pandémie notre engagement RSE vers des questions qui étaient liées à la prise en charge, en tout cas à la prévention du Covid. Et nous avons, comme le dit Ahmad, participé à ce fameux fonds de riposte national du ministère de la Santé et de l'Action sociale avec un certain nombre d'actions en termes d'équipement, de dotation de matériel. Alors, on le voit, votre RSE est vraiment protéiforme. Finalement, vous avez un dialogue avec les parties prenantes qui est extrêmement riche aussi, parce que si on parle d'une RSE multiple et plurielle, on parle aussi de prise en compte de parties prenantes très diverses. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur, cette question du dialogue avec les parties prenantes. On a au Sénégal une culture de la teranga et on sait que c'est une composante clé qui caractérise vraiment le démarrage de nos chantiers. Par courtoisie, nous allons systématiquement saluer les autorités locales de nos projets, que ce soit le gouverneur, le maire, le préfet, l'imam, les directions opérationnelles en matière d'environnement, les mines, voilà. Les représentants des structures médicales également, quand nous arrivons dans la zone, nous allons les voir, que ce soit les hôpitaux, les postes de santé, les districts sanitaires, mais également les organisations de la société civile sont concernées. Et en fait, à travers ces premières rencontres, avant même d'installer, je dirais même notre base vie, en fait, nous leur témoignons notre disponibilité. Et votre respect aussi. Quelque part, votre respect, vous n'êtes pas intrusif sur le territoire. Absolument. Absolument. Et ça, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, ce que je voudrais juste attirer comme attention, c'est que nous essayons de structurer notre RSE en tenant compte des plans de développement local de ces collectivités. Il fut un temps où on arrivait, on les écoutait, il y avait un certain nombre de demandes, d'attentes qui étaient exprimées. Aujourd'hui, nous essayons de structurer notre RSE en prenant en compte les plans de développement de ces collectivités, qui sont des plans souvent quinquennaux, qui fonctionnent sur 5 ans, et dans lesquels vous pouvez véritablement retrouver, en fait, quels sont, en fait, les axes majeurs de développement que ces communautés, en fait, recherchent. En tout cas, ce vers quoi elles tendent. Oui, finalement, c'est une forme d'additionnalité, si vous me permettez la comparaison avec les fonds européens qui viennent en additionnalité de contrats de plan État-région déjà existants. Toute proportion gardée, c'est une forme d'efficacité augmentée aussi. Voilà, mais sur la base d'un référentiel qui est le leur, et non plus sur la base de quelque chose qui pouvait être un ressenti global du projet. Et ça, c'est différent. La méthode est différente. Et la méthode permet d'être plus structurée. Alors, j'ai compris que vous étiez également très actif dans le domaine de la culture. Et ça, c'est très important. Vous m'avez donné des exemples passionnants. Oui, alors sur la culture, c'est vrai que cette filiale avec le PDG, M. Gérard Sénac, a d'emblée, dès qu'il est arrivé, s'est rapproché, on va dire, des artistes locaux et leur a permis, en tout cas, leur a donné de la visibilité, leur a permis de faire des expositions à l'intérieur de notre bâtiment. Notamment Ousmane Sow, je pense que vous étiez un des mécènes principaux du grand sculpteur Ousmane Sow. Absolument. Et actuellement, il a 35 œuvres qui sont exposées pour une durée de 10 ans à la plate forte de Mont-Dauphin avec la collaboration des centres des monuments nationaux français. Donc oui, l'art et l'entreprise, c'est vrai que c'est un concept maison ici qui est particulier. Et d'ailleurs, quand je parlais d'entreprise citoyenne, quand vous interrogez les personnes qui sont là, vous dites ah oui, EFH Sénégal, nous connaissons cette structure qui est très engagée auprès des artistes, des artistes et des sportifs.
sportifs, parce que honnêtement, Oui. Missira, on ne peut pas ne pas parler de cette ce formidable événement qui a été créé il y a quelques années, qui s'appelle le marathon EFAGE Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que je crois que vous venez d'ailleurs de réaliser la toute dernière édition là. Alors, la dernière édition a bien eu lieu le week-end dernier, le 20 et 21 novembre. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout neuf. On a eu plus de 12 000 participants. 12 000 coureurs. Oui, plus de 12 000 coureurs ont participé. Dont des stars, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé ce marathon qui a tout de suite été reconnu au niveau international, et on a des stars marathoniennes de tout le continent africain qui font le déplacement et qui font cette course je crois que c'était d'ailleurs la course de l'autoroute de l'avenir. Exactement, parce qu'en fait, finalement, alors là, pour le moment, les deux dernières éditions ont été faites en plein cœur de la ville, au centre-ville de Dakar. Ça, c'était aussi une manière de pouvoir faire découvrir tous ces monuments historiques de la ville de Dakar. Et juste préciser qu'aujourd'hui, ce marathon s'est positionné au même titre que les marathons avec des standards internationaux. Et c'est vrai qu'on a des grands athlètes qui n'hésitent pas aujourd'hui à venir. Nous en sommes à notre 3e édition, et celle-ci. Et c'est pas fini. C'est très bien déroulé. Alors, nous allons passer à la 3e partie de notre émission. Nous allons aborder les défis climatiques et environnementaux dans l'entreprise. 3e partie, du bien-être social personnel à la défense de l'intérêt général. Des villes et des hommes, le débat, 3e partie. Alors, le Sénégal, comme la plupart des pays d'Afrique, est également en première ligne dans la lutte contre le changement climatique et ses effets dévastateurs. Alors, Amat, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ? Comment la RSE s'empare du sujet lutte contre le changement climatique et adaptation aux conséquences avérées du changement climatique ? Alors, elle peut intervenir à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est généraliser la prise en compte de l'urgence climatique dans les entreprises, parce que c'est quand même dans les entreprises que vous retrouvez l'essentiel des personnes qui sont formées, qui sont alphabétisées en français et qui, par leur pouvoir d'achat, ont un ascendant sur les personnes qui sont à leur charge. Et donc, les changements de comportement passent essentiellement par ce biais-là. Ce que peuvent faire les entreprises, c'est des opérations de préservation de la nature. Je pense que Missira pourra parler du travail qui a été fait par EFAGE au niveau des aires marines protégées, entre autres. Il y a tout un travail qui a été fait qui est exceptionnel. Comment on a pu aussi accompagner l'exploitation pétrolière qui va commencer en 2024 avec, comme c'est du pétrole offshore, les émanations et autres perturbations que ça peut avoir pour les tortues marines, pour certaines, la mangrove et autres. Ce sont des questions qui ont été adressées et via les influences des entreprises. Après, il y a un autre phénomène qui nous échappe un peu plus. C'est tout ce qui tourne autour des grandes réunions internationales comme les COP, où on se rend compte que les préoccupations de l'Afrique ne sont pas prises en compte. On s'éloigne peut-être un petit peu du sujet RSE avec Glasgow, d'ailleurs. Non, justement. Très bien. Justement non, parce que votre RSE à vous, qui est une RSE de décarbonation, est différente de notre RSE à nous, qui est essentiellement un problème lié à la désertification. Or, les Sénégalais utilisent beaucoup de bois de chauffe et coupent les arbres pour ça. C'est lié aussi à une construction effrénée qui utilise du sable de plage et qui génère aussi de l'érosion côtière. Et donc, ce sont des problématiques qui s'imposent à nous et pour lesquelles on ne trouve pas, dans l'urgence des agendas internationaux, de financement et d'appui technique qui répondent à nos préoccupations. On va nous prendre la tête avec des histoires d'usines, de filtres à usine et de ci et de ça, alors que l'empreinte carbone de nos usines à l'échelle mondiale, elle est pas si importante que ça. Donc aujourd'hui, est-ce que l'urgence de l'Europe et de l'Occident surindustrialisé doit s'imposer à celle de pays semi-désertiques comme le Sénégal? C'est une vraie question. Ce qui fait qu'on est obligé de trouver des solutions par nous-mêmes pour l'essentiel, en s'appuyant sur le système onusien entre autres. Mais il y a un gros déficit justement en termes d'assistance et d'accompagnement sur ces questions-là. Et bien évidemment, ça rejoint la RSE sociale dont on parlait tout à l'heure, puisque ça impacte directement les populations dans leur précarité. Alors, Amat, on a aussi longtemps considéré la RSE comme un exercice de démarche qualité via la responsabilité. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est que il y a un risque, à force de s'interdire de lui imposer un cap, finalement, est-ce qu'on finit pas par se perdre dans les méandres de la politique, notamment politique internationale? Vous venez d'en parler à l'instant. Tout à fait.
C'est bien ça. D'où l'intérêt de redéfinir une politique RSE qui soit cohérente et qui réponde à nos besoins. Alors ça passe d'abord par les questions académiques et intellectuelles. Il n'y a pas au Sénégal actuellement de littérature ou de réflexion ou de recherche endogène sur la RSE. Il y a une importation de concepts sur un environnement sur lequel il y a un décalage. On aimerait bien que les universitaires, les chercheurs nous produisent une réflexion écologique, sociale, politique sur le développement de la RSE chez nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'y ai fait allusion tout à l'heure, les réponses des entreprises doivent dépasser le stade du volontarisme individuel pour aller vers des coalitions. Et ces coalitions doivent venir en appoint de l'action gouvernementale, mais en fixant aussi des règles RSE, c'est-à-dire avoir un programme d'action, pouvoir rendre compte sur l'utilisation des moyens qui sont mis à disposition, faire des études d'impact avec des indicateurs qui soient pertinents, et ça permet d'avoir de la visibilité. Et en ça, la perche qui nous est tendue par les ODD est vraiment une opportunité à saisir. Et puis le troisième point, c'est la communication. Je pense qu'on a beaucoup communiqué sur la RSE, mais en présentant ça comme un événement tout nouveau, tout beau. La RSE, c'est un investissement très lourd au plan intellectuel, c'est du travail, c'est du reporting, c'est de la formation. Et donc, il faut aussi qu'on apprenne aux gens que s'ils veulent profiter des bienfaits de la RSE, il y a tout un travail en amont qui doit être fait. Alors, justement, je saisis la perche que vous me tendez. Vous parliez des ODD. Missira, est-ce que vous pourriez rebondir là-dessus? Selon vous, comment les enjeux environnementaux, et en particulier ces nouveaux enjeux qui viennent perturber gravement nos sociétés, quelles qu'elles soient, comment ces enjeux environnementaux s'articulent avec vos actions RSE? Comment vous avez relu, du point de vue environnemental, votre action sociale et sociétale déjà ancienne? Alors effectivement, sur ces enjeux environnementaux, donc on a concrètement des obligations qui sont d'établir ce qu'on appelle un plan de gestion environnementale et sociale à chaque démarrage de projet. Alors je vais vous citer juste deux exemples pour expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui on est en train de raisonner. Lorsque vous avez par exemple le besoin pour, je sais pas moi, une route que vous réalisez, vous avez besoin de faire des forages. L'accès à l'eau, quand vous êtes dans une zone rurale par exemple éloignée, l'accès à l'eau est une problématique quand même réelle et importante pour les communautés. Nous essayons toujours aujourd'hui de faire en sorte que cet équipement-là qui va servir pour les travaux soit mis de telle manière à ce qu'il soit bien positionné pour la communauté riveraine qui va en bénéficier après coup. Donc voilà, il y a ce type de réflexion que l'on mène, mais en direct même avec le maître d'ouvrage. Donc vous voyez que là, on rentre dans une espèce de dialogue entre le maître d'ouvrage, entre l'entreprise exécutante que nous sommes et avec également les populations riveraines. Et nous essayons même à travers donc les équipements liés à la réalisation de nos travaux, d'être dans une démarche vraiment d'écoute et surtout de pouvoir faire bénéficier aux populations riveraines de ces équipements qui, voilà, comme un forage. Je prends le cas du forage puisque c'est un projet récent sur lequel je suis dans le sud du Sénégal. La gestion des déchets, c'est un sujet clé. Et pareil, aujourd'hui, quand vous arrivez dans une communauté, nous essayons de regarder quelles sont les opportunités, par exemple, de revalorisation de ces déchets. Et là, nous travaillons avec la commune, avec le maire, en l'occurrence, nous avons eu des projets de dépotoir, de clôture, de choses comme ça qui ont été faites pour accompagner la communauté dans l'assainissement de sa ville. Donc cette question-là aussi est au cœur, en tout cas, de nos préoccupations. Et je dirais deux nouvelles dynamiques autour de laquelle nous essayons aussi de travailler, c'est la question de la préservation de la biodiversité et de l'efficacité énergétique. Voilà. Alors merci Missira. Justement sur la problématique déchets, le Sénégal a lancé un grand programme, Sénégal zéro déchet. C'est une stratégie nationale qui est impulsée par l'unité de coordination de la gestion des déchets solides, et nous avons eu la chance d'interviewer Estelle Ndour, qui est la chef du service stratégie et développement au sein de l'UCG. Bonjour Madame Estelle Ndour. Bonjour Madame Lissac. Alors j'ai envie de vous demander, quelles sont les problématiques de gestion des déchets au Sénégal? Alors comme vous le savez, au Sénégal, on est un pays de 17 millions d'habitants, un pays pas très développé. Mais on fait des efforts dans le cadre de cette gestion des déchets-là. Néanmoins, on a quelques problématiques qui demeurent et sur lesquelles on travaille tous les jours pour relever le défi de cette gestion des déchets-là. Alors, quand je dois citer, c'est principalement une problématique au niveau des infrastructures.
Oui. Sur la collecte, depuis quelques années, l'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts et nous sommes aujourd'hui arrivés à un taux de collecte de 47% sur l'ensemble du territoire. Mais au niveau des infrastructures, on va dire qu'aujourd'hui, on est encore à un stade où on n'a pas d'infrastructure aux normes au Sénégal. Donc, le combat aujourd'hui qu'on mène à l'UCG, c'est vraiment développer les infrastructures de gestion des déchets au niveau du Sénégal sur l'ensemble du territoire. Très bien. Et d'après vous, comment les entreprises peuvent-elles y participer? Alors, les entreprises peuvent y participer en nous accompagnant, donc à l'image de ce qu'on fait avec Soboa, je me permets de faire un peu de publicité au Sénégal, Soboa et Eiffage. Donc, c'est des entreprises aujourd'hui qui nous accompagnent pour réaliser des infrastructures intermédiaires, donc ce qu'on appelle le plan de regroupement normalisé, qui nous permettent aujourd'hui d'optimiser la collecte. Vous savez, aujourd'hui, le camion de collecte, il fait de la collecte porte à porte au Sénégal. Donc, c'est le moyen de collecte qu'on a choisi. Mais avec donc ces infrastructures-là, on arrive à avoir une collecte groupée et on a des impacts très positifs par rapport à cela parce que la population ne dépend plus du camion, mais également les circuits de collecte sont optimisés, on utilise moins de carburant, donc les charges sont moins importantes pour nous au niveau de la collecte, ce qui nous permet aujourd'hui d'investir sur d'autres éléments tels que donc les infrastructures que je viens de dire, le mobilier urbain de propreté, donc vraiment mettre en place ces infrastructures-là est d'un grand apport et règle beaucoup de problématiques au niveau de la gestion des déchets au Sénégal. Très bien. Merci beaucoup, Madame Estelle Ndour, pour ces réponses. Merci, Madame Lissat. Alors, Miss Sira, je me tourne vers vous. Oui. Le groupe Eiffage auquel vous appartenez a choisi d'inscrire sa stratégie bas carbone dans ce qu'on appelle la trajectoire climatique 1,5 degré, c'est-à-dire que le groupe s'engage à ce que la totalité de ses activités économiques soit compatible avec le maintien de l'augmentation moyenne de la température d'ici 2100 sur la planète, limitée à 1,5 degré. Comment ça s'est transcrit au sein du Sénégal? Est-ce que vous avez pu vous approprier cet objectif de réduction? Alors, Valérie, par rapport effectivement à cet engagement pris par Eiffage Sénégal concernant cette question liée au changement climatique, nous savons que les impacts de nos engagements sur l'entreprise sont majeurs et 40% de nos émissions dépendent des matériaux que nous utilisons. C'est vrai dans nos constructions. Donc, nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui plusieurs projets pilotes qui font appel à des matériaux alternatifs, parfois novateurs, comme l'utilisation de peintures bioluminescentes sur certains tronçons de route. Et parfois aussi, nous essayons de mettre en avant des matériaux en fait aujourd'hui oubliés et conventionnels. Je pense notamment à la terre crue et à la terre cuite qui permettent d'atteindre de plus hauts niveaux de circulation de l'air, donc de confort, sans avoir besoin de climatiser et qui par ailleurs sont moins gourmands en énergie lors de leur production. Oui, ce sont finalement des techniques constructives ancestrales que vous êtes en train de redécouvrir et qui sont très attractives, bas carbone, local. Est-ce que justement, à propos de bas carbone, vous avez les moyens de mettre en place une innovation bas carbone qui emmène tout le corps social et qui libère la créativité sur ces sujets? Alors, je vais vous citer un programme sur lequel nous sommes, qui est le programme du City Lab, qui est un programme panafricain qui regroupe des acteurs économiques de la région pour faciliter l'émergence de projets collaboratifs. C'est ce dont parlait Madame Ndour tout à l'heure. Absolument, dans le domaine des villes durables. Et d'ailleurs, l'UCG fait partie de ce programme. Donc, Madame Ndour a participé à plusieurs ateliers, puisque le principe de ce programme, c'est de participer à des ateliers inclusifs qui vont derrière permettre, en tout cas, d'imaginer la ville de demain autour de 5 grandes thématiques que sont l'eau, les déchets, l'énergie, le transport et l'habitat. Et aujourd'hui, donc, nous avons des projets qui sont passés en jury de sélection et nous avons aujourd'hui 3 projets autour de la biométhanisation, autour des matériaux bas carbone et également un autre projet autour de la partie bas carbone également, donc matériaux bas carbone qui est en phase d'incubation pour 4 mois dans le cadre de ce programme. Donc c'est absolument novateur d'avoir réussi à mettre autour d'une table plusieurs acteurs, plusieurs expertises qui aujourd'hui, essaient de réfléchir à la ville durable de demain. Et de promouvoir cette vision systémique des enjeux de la ville durable. Monsieur Ba, Amat, vous êtes d'accord avec cette vision? Les défis sont multiples. Est-ce que vous êtes intéressé par la façon dont Eiffage Sénégal s'est emparé du sujet et coopère au niveau panafricain? Alors, très intéressé parce que c'est vraiment la voie à suivre.
Rappelons-nous que l'année dernière, on s'est retrouvés du jour au lendemain enfermés sur nous-mêmes, coupés du monde, avec plus de bateaux pour nous approvisionner en quoi que ce soit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le principe du développement endogène, de l'économie circulaire, du développement local, de l'identification des acteurs, leur montée en compétences, c'est devenu une question de survie pour nos pays. Parce que quand on est dans des périodes de précarité, on est les moins bien servis. On le voit bien avec les vaccins. Et donc, aujourd'hui, toute initiative qui concourt à développer localement des compétences, des expériences, et qui permet de faire de la recherche et du développement, et revenir sur des formules qui ont marché dans le passé, qui ont fait leur preuve, pour les remettre au goût du jour avec des formules modernes, eh bien, on applaudit. Alors, encore une fois, les États ne peuvent pas tout faire, mais les entreprises peuvent les accompagner dans cette démarche. Parce que l'entreprise, elle apporte une vertu dans ce partenariat public-privé. Elle apporte la garantie de bonne fin. L'entreprise ne s'engage jamais dans quelque chose sans se poser la question dès le départ, combien ça coûte, comment on fait et à quoi ça va servir. Alors que les États les politiques qui ont des élections tous les 5 ans sont parfois sujets à des agendas qui font que, voilà. Et donc, c'est important que l'entreprise puisse intervenir, faire intervenir son réseautage, c'est l'avantage des grands groupes. On trouve des compétences à travers le monde. Et donc, vraiment, nous applaudissons ce type de démarche. Je vous remercie. Alors, nous avons souhaité finir l'émission en nous attardant sur un projet coup de cœur, vraiment, qui reflète bien l'approche systémique dont on a parlé à plusieurs reprises dans cette émission, et qui montre comment, à travers la RSE, il y a une contribution de l'entreprise à la revitalisation, si je puis dire, de savoir-faire en termes de modes constructifs anciens. Je parle de l'association des voûtes nubiennes. Alors, c'est une association qui répond à des enjeux multiples, la question de la déforestation, la pénurie de logements, le dérèglement climatique, puisqu'on est sur de la construction durable, très bas carbone, l'utilisation de matériaux et d'énergie locale, et puis le maintien d'un savoir-faire traditionnel qui permette aux populations de construire elles-mêmes leur maison. Alors, nous allons avoir le plaisir d'écouter Nicolas Dupuis, qui va nous parler du travail qu'accomplit l'association Le Partenariat au Sénégal avec l'association des voûtes nubiennes. Nicolas Dupuis, bonjour. Bonjour. Quel est l'impact environnemental et sociétal des projets en faveur de la promotion de la technique de voûte nubienne dans la zone Nord Sénégal ? Donc, la technique de construction en voûte nubienne est une technique qui permet en architecture de terre, qui permet d'apporter une solution, notamment à la question de la toiture. Dans la zone Nord Sénégal, on a déjà beaucoup d'architectures de terre traditionnelles qui se développent, mais ces architectures de terre utilisent le plus souvent des toitures de bois ou alors des toitures de tôle pour assurer une solution au niveau de la toiture. Et ça, c'est particulièrement pas adapté à un contexte sahélien avec des climats très chauds et avec une pénurie de bois puisqu'on est dans une zone de déforestation. Et donc, la technique de construction en voûte nubienne permet d'apporter une solution au niveau de la toiture, c'est-à-dire de faire des constructions en terre dont la toiture est réalisée en forme de voûte et après qui est chargée en terre et qui permet d'avoir une toiture en forme de terrasse. Et cette technique de construction se fait sans coffrage et permet justement à des maçons peu qualifiés de pouvoir répondre à la problématique de l'habitat en proposant des maisons adaptées au niveau environnemental dans ces zones qui sont particulièrement difficiles au niveau climatique. Alors, le projet qui a été soutenu par Eiffage et qui a été mis en œuvre par le partenariat a pour objectif justement d'accompagner cette démarche d'innovation, c'est-à-dire de diffuser cette technique innovante de construction dans la zone Nord Sénégal. Et elle a un impact très fort au niveau environnemental parce que justement ça permet de bien s'inclure dans les objectifs des stratégies d'adaptation au changement climatique des acteurs locaux qui veulent promouvoir un habitat adapté aux conditions climatiques et qui permet de mettre en avant l'utilisation des matériaux locaux. C'est aussi une technique.
Oui, allez-y. Oui, je voulais savoir également comment est-ce que le soutien à ces projets et la méthodologie déployée permettent de s'inscrire dans des approches durables par une appropriation par les acteurs locaux. Donc en fait, le projet qui a été conduit par le partenariat et AVN avec le soutien de Eiffage mobilise notamment les collectivités locales en tant que maître d'ouvrage de la réalisation des projets, et tous les projets démonstratifs qui sont réalisés font l'objet d'un processus de recherche-action qui permet justement de mettre à disposition des acteurs locaux de la documentation technique. Et cette documentation technique, elle est appropriée par les acteurs locaux, que ce soit les collectivités locales, les services déconcentrés de l'État, pour qu'ils puissent dupliquer eux-mêmes ce type de projet. Et comme c'est des projets, contrairement aux constructions classiques au niveau ciment, qui permettent de mobiliser les économies locales, puisque ce sont des maçons locaux qui sont mobilisés dans le cadre de ces projets-là, avec un impact très fort au niveau de l'économie, puisqu'au lieu de payer du matériau importé ou du matériau qui vient des entreprises, etc., on va financer plutôt de la main-d'œuvre, et donc on est dans des économies circulaires locales qui permettent d'avoir un impact économique et social plus fort sur les populations en faisant la promotion d'un habitat durable adapté. Merci beaucoup Nicolas Dupuis pour cet éclairage. Je rappelle, vous êtes directeur technique de Le Partenariat. Alors, un magnifique projet qui permet de maintenir le patrimoine vivant de ces techniques constructives ancestrales et de les relire à l'aune des besoins en matière d'adaptation aux conséquences du dérèglement climatique et qui en plus crée des emplois verts et de l'autonomie locale. Alors, Missira, est-ce que vous avez une réaction au propos de Nicolas Dupuis? J'ajoute que j'ai oublié, de préciser que ce projet avait été soutenu très fort par la Fondation Eiffage, par l'intermédiaire d'Eiffage Sénégal, qui a effectivement la possibilité de présenter des dossiers au niveau du siège social pour qu'ils soient soutenus peut-être plus fortement, notamment financièrement. Alors, Missira. Oui, alors très rapidement, Valérie, je voulais juste préciser qu'il y a en fait pas de garantie décennale sur ce type de construction, mais qu'actuellement, le partenariat est en train de travailler sur un processus de normalisation avec l'Association sénégalaise de normalisation sur les pratiques constructives en cours. Donc l'idée, c'est de normaliser aujourd'hui le savoir-faire des maçons. Et tout récemment, je me suis rendu compte que le Bureau international du travail, le BIT, avait introduit la technique de voûte nubienne comme une technique de construction dans le code de construction qui est en cours de réforme. Et pourquoi le BIT? Parce que ce type de construction est pourvoyeur d'emplois verts. Voilà, c'était juste la petite précision que je tenais à faire. Très important, merci beaucoup. Amat, alors vous m'avez dit la dernière fois, Valérie, l'obsession du Sénégalais, c'est d'avoir un toit. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer cela à l'aune de l'exemple qui vient d'être donné? Tout à fait, puisque au Sénégal, nous sommes à peu près 17 millions d'habitants. Nous avons 3 cimenteries pour couvrir le marché et nous avons régulièrement des difficultés pour l'accès au logement. Ces difficultés sont liées à la disponibilité de terrain, principalement dans la région de Dakar. Il y a aussi le coût de la construction qui est exorbitant parce que beaucoup de composants qui entrent dans la composition des logements sont importés, notamment de Chine aujourd'hui. Le crédit à l'habitat n'est pas de très bonne qualité et comme je disais tout à l'heure, lorsque vous avez 3% des travailleurs qui sont de secteur formel et parmi eux un nombre important ont des contrats de précarité, des CDD ou des contrats de stage renouvelables à l'infini, ça finit par poser problème. Et donc aujourd'hui, l'obsession d'un Sénégalais, c'est d'avoir un toit pour assurer ses vieux jours parce que de surcroît, la retraite au Sénégal ne permet pas de vivre décemment. Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'on doit aller chercher à payer un loyer. N'oublions pas qu'au Sénégal, les personnes âgées ne vont pas dans des EHPAD, elles restent dans les maisons. Donc, il y a aussi une composante sociale qui est importante à ce niveau-là. Ne pouvant pas avoir accès à l'habitat moderne polluant à base de ciment, on doit impérativement développer des solutions à partir de TIFA, de terre, d'autres solutions. Et elles existent. Nous avons beaucoup d'architectes et autres qui ont fait des études sur ces questions-là. Et dont certains ont été récompensés d'ailleurs au niveau international. Complètement. Mais ça relève un peu de la fantaisie.
alors que logiquement, les programmes devraient tenir compte de plus en plus de ce type d'initiative. C'est pour ça qu'on doit se réjouir de conclure cette émission sur l'exemple des voûtes nubiennes, parce que c'est un exemple qui incarne toutes les perspectives d'avenir positives auxquelles on aspire. Et c'est un exemple très respectueux de ce que j'appelle le génie du territoire, le génie ancestral du territoire, qui est là finalement pourvoyeur de solutions qu'on avait quasiment oubliées et qui reviennent éclairées, si je puis dire, mises en lumière par les conséquences difficiles du changement climatique. Alors, en conclusion de cette émission, on arrive déjà à la fin de cette émission, moi j'ai retenu que la RSE en Afrique, et en particulier au Sénégal qui nous accueillait aujourd'hui, a souvent démarré sur la base d'actions de mécénat à visée sociale et sociétale, en accord avec les valeurs très importantes de solidarité qui forgent les communautés dont sont issus les salariés. Je retiendrai que l'entreprise, qui reste un modèle économique minoritaire, évolue dans un contexte sociopolitique aux contours poreux entre vie privée, vie de famille et vie professionnelle, un peu sur le mode ce qui est bon pour mon salarié est bon pour sa famille et donc est bon pour sa communauté, et que la communauté accepte d'autant plus mon activité économique si j'intègre ses préoccupations et contribue à gérer les difficultés de tout le monde. Alors finalement, j'ai envie de finir sur une phrase d'espoir, parce que l'entreprise en Afrique est déjà une entreprise à mission. Vous l'avez largement démontré aujourd'hui à travers l'intégration d'enjeux essentiels à la vie des communautés élargies, formation, santé et arrivée en force des enjeux environnementaux. Amat Missira, je vous remercie infiniment d'avoir apporté votre éclairage précieux à cette émission. Merci beaucoup. Des villes et des hommes, une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site et l'application Radio Imo.